Vous êtes sur la Panafricaine Média 1. Merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole aux jeunes, l'émission qui éveille également la conscience de cette jeunesse qui représente l'avenir de notre magnifique continent, l'Afrique. Vous connaissez le procédé de l'émission, scindé en deux parties. La première partie avec mes invités, nous allons faire une immersion dans ce qu'on appelle la philosophie de la vie. Pourquoi et comment cette philosophie impacte-t-elle sur notre vie quotidienne? Des éléments de réponse en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, pas très loin de la première thématique, nous allons parler de cette forme de prison dorée, en l'occurrence de la dette morale. Pourquoi certaines personnes préfèrent-elles la dette financière au lieu de la dette morale? Des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités. Ce sont des habitués. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Trésor, ça fait longtemps quand on t'a reçu sur le plateau de Génération News. Je rappelle que tu es formateur en télémarketing. Merci d'avoir répondu à l'invitation et bienvenue sur le plateau de Génération News. Merci Régis, c'est un plaisir. Et en face de toi, évidemment, une habituée du plateau Génération News. Deuxième participation, Esther. Vous êtes diplômée en sciences politiques et relations internationales, mais étudiante en diplomatie. Merci d'avoir répondu à nouveau à l'invitation Génération News. Merci Régis. Et nous allons terminer la phase de présentation avec Morel. Vous êtes entrepreneur, toujours un plaisir évidemment de te recevoir sur le plateau de Génération News. Tu évolues dans le domaine du génie civil. Merci d'être de nôtre aujourd'hui sur ce plateau. Je l'ai si bien dit Régis, toujours un plaisir. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet en parlant de la philosophie, cette matière qu'on a eu à découvrir à l'école, sur le banc de l'école. Et évidemment, on parlait de philosophie. Si on dit « connais-toi toi-même », évidemment, ça renvoie à Socrate. Mais quel est aujourd'hui et quel pourrait être l'impact de cette matière, de cette philosophie, de cette discipline de vie sur notre vie aujourd'hui, mon cher Trésor, selon toi évidemment? D'accord. Communément, on l'a d'abord défini comme étant l'amour de la sagesse, philosophie, philos et sophia. Ici, la philosophie a un impact dans le monde. Pourquoi? D'abord, dans un premier temps, ça permet de nous connaître soi-même, puisque ça nous permet de nous remettre en question, de savoir notre nature, nos origines et savoir ce qu'on veut prétendre. Et en même temps, la philosophie permet de découvrir le monde, donc d'apprécier le monde en nous demandant où nous venons, comment améliorer nos conditions de vie et qu'est-ce qui permettra à ce que l'homme puisse s'épanouir dans la nature. Donc justement, la philosophie, lorsqu'elle est bien questionnée, elle est bien mise en position, elle permet d'apprécier le monde tel qu'il est. D'accord. Esther, c'est vrai qu'il a parlé de la sagesse de la vie en parlant de philosophie. Est-ce que justement, comme je l'ai dit en entame de mes propos, c'est une matière, parce qu'à l'école c'était considéré comme tel, comme une matière. À l'école, pourquoi certaines personnes avaient du mal à cerner justement cette matière, en l'occurrence la philosophie? Ça c'est la première question. Et la deuxième, c'est de savoir, est-ce que toi aujourd'hui tu arrives à appliquer ces connaissances-là de cette matière qui est la philosophie dans ta vie quotidienne? Ok, merci pour les questions. Pour la première question, beaucoup de personnes ont du mal à cerner la philosophie parce que c'est une discipline assez complexe. Vu qu'il y a plusieurs questions qui viennent lorsqu'on parle de philosophie. Il y a la vie au quotidien, il y a la conscience, l'inconscience, la mort. Beaucoup de questionnements sur plusieurs sujets, sur la vie en général. Et lorsqu'on n'a pas perçu, en fait, la philosophie, pour moi, il faut percevoir le derrière de ce qu'on nous dit. Exactement. Parce que ce n'est pas forcément ce qui vient en premier lieu qui est vraiment le message qu'on doit percevoir. Je suis d'accord avec toi, parce qu'on a souvent des questions, peut-on vivre sans passion, par exemple? Effectivement, je suis d'accord avec toi, il faut aller derrière pour comprendre la question. Et pour la deuxième question, oui, ça a un impact parce que ça me permet de me remettre en question sur certains sujets par rapport à moi-même, par rapport aux pensées que j'ai, parce que la philosophie nous permet aussi de pouvoir aller au-delà de nos pensées. Bien qu'il ne faut pas aussi dépasser parce qu'après ne pas être aliéné aussi. Ouais, effectivement. Ça. Donc voilà un peu. D'accord, le dépassement de soi. Exactement. La philosophie, mon cher Morel, alors je te sais très philosophe, tu as évidemment une ouverture d'esprit. Est-ce que la philosophie, c'est celle-là aussi, à l'image de ce que Esther vient de dire, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit sur soi, mais surtout sur les autres et sur le monde de façon générale? Bien sûr, Régis. Parce que déjà, pour compléter, Trésor,
Il a dit la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Mais c'est une définition déjà assez philosophique, parce que quand on parle d'amour de la sagesse, de quoi parle-t-on? Moi, j'aimerais plus définir la philosophie au sens littéral du terme comme cette science-là qui couvre toutes les autres sciences. Comme on nous l'a dit, la philosophie est la mère des sciences. Mais surtout, c'est une science qui étudie presque toutes les questions de la vie. On parle là d'une science qui étudie la vie en elle-même, qui étudie la connaissance, qui étudie la morale, et qui même, on l'a fait au lycée, qui étudie la magie et la sorcellerie. Donc c'est une science assez complète. Donc pourquoi elle a un impact dans notre vie et pourquoi elle nous permet justement d'étudier notre propre dépassement et le dépassement des autres? Parce que les philosophes qu'on est amenés à étudier en classe de lycée, ils nous apprennent justement à rejeter les idées préconçues, à tout questionner. Et en tout questionnant, en tout critiquant, on découvre alors les failles et les nuances qu'il existe dans chaque raisonnement. Et on peut alors s'améliorer. Donc oui, la philosophie en soi permet de se dépasser, mais également en se questionnant et en questionnant les idées déjà établies, reçues dès la naissance, on permet de trouver d'autres hypothèses et parfois même de meilleures hypothèses. Donc oui, la philosophie a un réel impact sur nos vies. Le connaître toi-même, je pense que tu l'as souligné, Trésor. Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à mettre en avant ce dicton-là très célèbre de Socrate? Est-ce que le connaître toi-même aujourd'hui a un impact dans ta vie et dans la façon dont tu abordes l'autre ou bien dans la façon dont tu abordes demain? Oui, effectivement, parce que comme on disait tout à l'heure, Morel, c'est que la philosophie, la base, c'est que ça permet d'abord de se questionner et de mettre en doute ce qu'on croit comme étant acquis. Le fait de se connaître soi-même permet d'abord de savoir ce que l'on veut faire, quelles sont ses exigences. Parce que si on ne connaît même pas d'abord quelle nature nous sommes, quels sont nos besoins, quelles sont nos réalités, on ne pourra pas faire de bons choix aujourd'hui dans la vie. Je vais prendre l'exemple d'Esther aujourd'hui qui est en géopolitique, c'est parce qu'elle sait bien qu'elle a des compétences qu'il faut. Elle connaît ses besoins, elle connaît ce qu'elle veut prétendre dans l'avenir. C'est pour cela qu'elle a fait un bon choix, qui est de se lancer dans la géostratégie. Mais si on ne connaît pas nos aptitudes et qu'on veut se lancer dans un chemin, alors qu'on sait bien que ça ne cadre pas avec notre réalité émotionnelle ou psychologique, on va prendre des choix qui feront défaut. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où parfois des gens prennent des mauvaises décisions. Ouais. Ça, c'est la philosophie vue de toi, de nous, en fait. Mais de l'autre, Esther, comment la philosophie arrive à nous aider à faire en sorte que notre comportement, ou bien nos choix, ne soient pas mal perçus par l'autre, par exemple. Parce que la philosophie, là, je vous entends parler, c'est beaucoup plus, elle agit beaucoup plus sur nous. Mais qu'en est-il de l'autre, Esther? Qu'en est-il de l'autre Est-ce que toi, la philosophie, ça t'aide par exemple à te dire, ok, faudrait pas que je vexe l'autre par exemple? Est-ce qu'il y a le temps savoir-être justement, est-ce que ça te permet aujourd'hui de ne pas vexer l'autre par rapport à un mot mal dit ou bien à une phrase mal dite ou bien à une situation qui peut effectivement vexer l'autre? Oui, bien sûr, parce que nous sommes dans un monde où on n'aimerait pas qu'on nous fasse quelque chose qu'on fait à l'autre. Ouais. Donc, ce qui fait que si aujourd'hui, je n'aime pas, par exemple, qu'on crie sur moi, je ne vais pas crier sur mon ego. Est-ce que c'est le cas? Oui, tu n'aimes pas qu'on crie sur toi? On crie sur moi, donc je préfère ne pas crier sur les autres. D'accord. Voilà. Donc, il y a plusieurs situations, en fait, qui nous emmènent avoir un self-control, un self-control sur nous, pour ne pas dépasser, en fait, pour ne pas frustrer l'autre, parce qu'on sait que si on pose cet acte, à moi, par exemple, je vais réagir d'une mauvaise manière. Voilà. Au vu de ça, Morel, est-ce qu'on peut s'avancer, est-ce qu'on peut le dire sans risque de nous tromper? Parce qu'en fait, on a toujours vu des philosophes comme étant des êtres suprêmes. Est-ce que quelque part, nous ne le sommes pas? Est-ce que nous ne sommes pas tous philosophes? Parce que si la philosophie, c'est la sagesse de la vie ou la vie de la sagesse, ça va dans les deux sens. Est-ce que quelque part, nous ne le sommes pas un petit peu? Parce que j'ai beaucoup apprécié l'argumentaire d'Esther quand elle disait qu'en fait, pour paraphraser ce qu'elle a dit, c'est que la philosophie, c'est l'école de la vie, c'est ce qu'on vit quand on parle de la mort, quand on parle du bonheur, quand on parle des aspirations, des rêves et tout ça, la conscience et tout, c'est des choses que nous vivons au quotidien. Est-ce que quelque part on ne philosophe pas tous les jours? Bien sûr, Régis. Quelque part on philosophe tous les jours, mais sans le savoir. Et on philosophait déjà bien avant de commencer la philosophie elle-même. C'est là la beauté de la philosophie, en fait. Du coup, la philosophie, c'est un comportement, c'est un mode de vie, par exemple, non? La philosophie, je pense, c'est un état d'esprit. D'accord. C'est un état d'esprit dans la mesure où la philosophie, c'est l'art de raisonner, de se remettre en question, de chercher sans cesse à s'améliorer. C'est ça l'état d'esprit de la philosophie. Parce que les philosophes, qu'est-ce qu'ils nous apprennent avec leurs argumentaires? Ils nous apprennent à remettre en question leurs propres idées établies.
C'est-à-dire, on voit un philosophe tout de suite qui se lève et qui défend la thèse selon laquelle la vie est belle. Ouais. Et dans la minute qui suit, il revient nous demander ou il revient se questionner, la vie est-elle vraiment belle? Mais c'est là, cette folie-là, qu'on essaye de comprendre chez les philosophes. Mais pourquoi affirme-t-il une chose et dans la minute qui suit, pourquoi contredit-il cette chose? Donc, il est tout le temps en constante réflexion, en constante remise en cause. Et nous aussi, on le fait sans s'en rendre compte parce que des fois, nous menons des actions, nous posons des actes et après, on vient et on se demande mais pourquoi j'ai fait cela? Ouais. Pourtant, ça ne me correspond pas. Pourquoi je l'ai fait? Et c'est ainsi qu'on vit notre vie au quotidien en posant les actes, en nous remettant en cause, en nous remettant en question et en refaisant à chaque reprise le même schéma. Donc, je pourrais dire que la philosophie, c'est quelque chose que l'on fait tous les jours. Tous les jours, ouais. Sans même s'en rendre compte. Remettre en cause, évidemment. Oui, Trésor, tu veux rebondir sur... Je pense que de nos jours, les humains vivent de moins en moins avec de la philosophie par rapport au avant. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où des gens font confiance à la science. Ils croient que les vérités aujourd'hui qui sont établies, ce sont des vérités acquises. C'était la question d'ailleurs que je voulais poser, parce que vu que la philosophie n'est pas une science exacte, un peu comme les mathématiques, du coup, les gens se disent, bon, est-ce que ça vaut la peine d'y aller, quoi? Effectivement, parce qu'aujourd'hui, on s'est dit, si tel expert a dit ça ou a fait comme ça, c'est qu'on prend pour acquis. Il n'y a plus de raison de se questionner. Or, justement, s'il fallait toujours arriver à ce raisonnement, aujourd'hui, le monde ne devait pas évoluer tel qu'il est. Ouais. Donc aujourd'hui, les humains raisonnent, philosophent de moins en moins parce qu'ils se disent que les vérités qui sont aujourd'hui là, ce sont des vérités qui sont irréfutables. Or, justement, la philosophie permet de mettre sans doute et pouvoir progresser. Est-ce qu'il n'y a pas une peur aussi dans le fait de se remettre en cause? Parce que si la philosophie, c'est de se remettre en cause et le dépassement, comme l'a souligné Esther, est-ce que ce n'est pas tout ça aussi qui nous fait peur au point où on se dit, pour revenir à la science exacte, de se dire, ok, vu que c'est pas exact, ça n'en vaut pas la peine. Est-ce qu'il n'y a pas tout ça? Moi, je prends un exemple assez simple. Par exemple, aujourd'hui, on a tendance à définir la solitude comme le fait d'être seul. S'il n'y a personne autour de nous, je suis seul. Donc, la solitude, c'est le fait d'être seul. Mais moi, je me suis toujours demandé, mais s'il y a une voix dans ma tête, parce que quand je suis seul, j'ai tendance à parler seul, mais je parle à qui? Je parle à moi parce qu'il y a cette voix dans ma tête qui me dit écoute, ce serait bien par exemple qu'on se lève, qu'on aille chercher du boulot. Mais cette voix qu'on a dans la tête, parfois ça nous arrive d'être seul. On se parle. On parle devant le miroir, on se dit et tout. D'ailleurs, les psychologues appellent ça le discours mental, le fait de se parler à soi-même, mais de façon positive. Mais si effectivement je me questionne en me disant mais si je me parle à moi, c'est que je ne suis pas seul. Je suis avec moi-même. Donc le fait d'être avec moi-même, je ne suis pas seul par définition. Donc en gros, moi je me suis dit, va peut-être falloir revoir un petit peu la définition de la solitude, parce qu'en réalité, on n'est pas seul, on est avec nous-mêmes. Et donc ça, c'est le questionnement dont Morel faisait allusion. Et je pense que beaucoup ont peur de ça, de ce questionnement-là, de se dire, ah tiens, mais si je parle seul, c'est que je suis fou ou j'ai perdu la raison. Et ce qui fait que on a peur parfois d'aller au-delà, de ne pas comprendre que si je me parle à moi-même, c'est peut-être un signe d'intelligence aussi. D'ailleurs, c'est dit que quand on parle à soi-même, c'est un signe d'intelligence. Est-ce que le dépassement ne fait pas peur au point où les gens se disent, bon, on n'utilise plus la philosophie, on se contente de vivre en ayant un schéma bien calculé, en se disant, si je gagne 300 000, si j'enlève 300 000, je dépense ceci, la tontine ceci. Ce calcul-là, est-ce qu'on n'a pas un peu peur, mon cher Trésor? Moi, je pense que le dépassement devient dangereux lorsqu'il est rationnel. Lorsqu'on se dépasse sans pourtant savoir pourquoi on veut se dépasser et quels sont les résultats qu'on attend. Mais lorsqu'on veut faire un dépassement de manière rationnelle, avec une bonne méthodologie, une bonne réflexion, en attendant un résultat bien défini, moi je pense que c'est toujours intéressant parce qu'aujourd'hui, si le monde est tel qu'il est, c'est parce que les gens ont remis en doute. Ils ont dit non, ce qui est sûr, ce qui est derrière, il doit avoir autre chose. Et c'est comme ça que l'être humain a évolué et notre monde aujourd'hui est devenu ce qu'il est. On parle de philosophie, Morel, avant de donner la parole à Esther, justement. On parle de philosophie, et tu l'as souligné, parce qu'on philosophe depuis la nuit des temps. Et en fait, malheureusement, on a toujours amené cette philosophie à un cercle bien restreint de certaines personnes. Quand on parle de philosophie aujourd'hui, on voit Socrate, on voit d'autres grands noms de la philosophie, mais sur notre continent, on philosophait déjà, avant même l'arrivée de Socrate. Et comment était cette philosophie selon toi, cette philosophie? C'est vrai qu'on parle aujourd'hui de la philosophie africaine. On commence à avoir beaucoup de travaux, de recherches là-dessus, sur la philosophie africaine. Elle pourrait ressembler à quoi, cette philosophie africaine, selon toi?
Mais Régis, tu as cité un grand nom de la philosophie, mais je dirais de la philosophie occidentale. Déjà, quand on parle de philosophie, on a trop tendance à imaginer allemand, Nietzsche, à imaginer français, à imaginer les Anglais, les Américains, à imaginer que la philosophie se limite et vient de l'Occident. Mais il y a de grands noms également en Afrique. J'entends là un certain Ebenezer Djambwele. Exactement. Beaucoup le connaissent, c'est un grand nom de la philosophie si on doit en citer, il y en a plusieurs. Mais comme tu l'as dit, la philosophie africaine, c'est quoi? C'est ce questionnement-là vis-à-vis de nos coutumes, vis-à-vis de nos us et de nos traditions. Ouais. On a reçu à notre naissance, n'est-ce pas, des traditions déjà préétablies. Et on observe la doctrine selon laquelle nos aînés ne veulent pas que l'on s'oppose ou que l'on s'éloigne un tant soit peu de ces traditions-là. Mais la philosophie, c'est quoi? C'est cela même que les jeunes sont en train de faire déjà, questionner ces traditions. Je prends le cas du mariage. On nous dit, par exemple, qu'on doit se marier à un certain âge et que si on n'est pas marié à un certain âge pour les jeunes femmes, eh bien, on est dépassé ou l'on est périmé. Ou pire même encore, on nous dit dans certaines sociétés que les jeunes filles doivent être mariées de force. Mais c'est scandaleux, que c'est la tradition. Et on le justifie ainsi en disant c'est la tradition. Là où la philosophie est magnifique, c'est qu'elle va nous permettre de nous questionner en nous disant, mais s'ils avaient établi que la jeune fille doit être mariée à l'âge de 16 ans, c'était par rapport à un temps et par rapport à un contexte. Est-ce que le temps et le contexte, est-ce qu'ils sont les mêmes? Ne doit-on pas améliorer cette thèse-là? Et c'est ça que la philosophie africaine nous enseigne, à remettre en question nos traditions, parce qu'on a beaucoup de traditions qui dépendent et qui sont liées au temps de nos ancêtres. Ouais, c'est vrai, parce que quand on parle même de la dot aujourd'hui, on est toujours là sur un débat en ce qui concerne la dot, entre ce prix exorbitant, où on a l'impression que c'est la vente aux enchères d'un être humain. Exactement. Et effectivement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles cette philosophie dite africaine, comme tu l'as souligné, nous pousse à nous questionner et à remettre en cause certains points. Est-ce que le questionnement, ma chère Esther, c'est aussi quelque chose que tu mettais en avant déjà avec papa ou avec maman ou avec des grands frères, parce que quand on parle du questionnement, c'est aussi une façon de s'enrichir, mais de s'enrichir de façon, d'enrichir son intellect, mais également sa culture, sa connaissance. Est-ce que le questionnement, la philosophie te pousse justement à y aller dans la tradition, dans les us et coutumes de ton ethnie, par exemple, au Gabon? Est-ce que ça t'arrive parfois d'être un peu curieuse dans le bon sens du terme? Oui, ça m'arrive souvent et très 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 souvent parce que je suis quelqu'un qui me questionne beaucoup. Lorsque je vois quelque chose que je ne connais pas ou que j'ai jamais vu, je suis toujours emmenée à demander le pourquoi du comment. Même si je ne connais pas la personne en face de moi, mais j'ai, on va dire, cette curiosité voilà, de savoir en fait. Concernant, on a un rite par exemple chez nous dans le G2 qu'on appelle le Ndjobi. Bon, ça a une mauvaise connotation parce que les gens, par exemple, ne connaissent pas vraiment c'est quoi le... On va dire l'épicentre, voilà, même l'impact, l'histoire en fait. Derrière. Oui. Voilà, mais j'ai posé des questions à mes grands-parents et tout. J'ai eu à chercher des personnes qui ont eu à écrire, par exemple, dessus et tout, pour savoir, en fait, c'est quoi ce rite, en réalité, en fait, à quoi il sert, pourquoi on l'utilise. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit que ce rite... du coup, tu as les réponses à toutes ces questions-là? Oui, par exemple... Pourquoi on l'utilise? Moi, je suis curieux. Voilà, pourquoi, par exemple, le Ndjobi, on m'avait expliqué que si dans un village, par exemple, il y a eu un vol ou il y a eu mort, on va consulter le Ndjobi pour savoir, en fait, qui a tué. Et et lorsque le Ndjobi donne la personne qui a tué, par exemple, cette personne, elle a des répercussions. Parce que le Ndjobi, en fait... on va dire, c'est un peu comme la justice. Voilà, une justice traditionnelle. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ce sont des questions que j'ai eues par rapport... Je suis tout à fait d'accord avec toi, ma chère Esther, parce que je pense qu'ici, sur ce plateau, l'un de nous, l'idée de manquer de respect à cette communauté-là, mais quand on parle, par exemple, du vaudou, on a une perception très éloignée de cette pratique-là. Mais évidemment, quand on va plus loin, on se rend compte qu'au contraire, c'est quelque chose à la base qui rassemblait et c'était un mode de guérison et tout le reste, mais on a toujours une perception un petit peu très éloignée de ça, et c'était pareil pour le Ndjobi, évidemment. La perception était péjorative en ce qui concerne évidemment ce rythme et cette tradition propre à une ethnie bien précise, tu l'as souligné, dans le G2 au Gabon. Morel, c'est vrai qu'on a parlé de nos traditions africaines, on a parlé de cette
cette philosophie-là aussi. Alors, au Congo, pour rebondir un petit peu sur ce que Esther vient de dire, au Congo, en l'occurrence Brazzaville, il y a une justice traditionnelle, c'est une justice traditionnelle qui est là pour, à l'image d'une cour pénale, mais cette fois-ci on est dans la tradition, pour essayer d'apporter des réponses, mais surtout de trouver des auteurs de ces personnes-là qui œuvrent un peu dans le mystique. Et on a une cour traditionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, ça répond un petit peu à cette philosophie africaine-là qui consiste à se dire, OK, on a nos réalités, et nos réalités aussi, c'est qu'il y a des meurtres qui peuvent se réaliser dans le mystique, dans l'autre monde, et que si c'est possible, il va falloir avoir une cour pénale pour ce genre de cas. Comment tu perçois évidemment cette évolution de nos traditions et de nos us et coutumes et nos valeurs africaines? Mais Régis, je crois que c'est une évolution et bien dans le plus beau des sens. Pourquoi je le dis? Parce que il y a un proverbe, il y a un adage qui dit on ne juge pas un chat à sa capacité à nager, comme on ne peut pas juger un poisson à sa capacité à marcher ou à ramper. Parce que on ne peut pas, on ne peut pas te juger hors de ton contexte. Donc c'est un peu ça le cas de la justice traditionnelle et de la justice légale. La justice légale est basée sur des lois établies et généralement même sur des serments religieux. Parce que dans beaucoup de tribunaux, je crois, on prête serment sur la Bible. Parfois de quoi on suppose que tu seras amené à dire la vérité. Mais lorsqu'on parle de mysticisme, lorsqu'on parle de sorcellerie, de magie noire, comme l'aiment l'appeler les Blancs, quel texte nous permet de juger la magie noire en réalité? Il n'y a pas de texte écrit qui nous permet de dire, oui, il a tué son ami dans le mystique. Dans le mystique, Et surtout, le plus important de cette justice traditionnelle-là, pourquoi elle est importante? Parce que la justice légale se base sur les preuves. Mais le mystique, c'est le monde de l'invisible. Exactement. Alors, comment pourra-t-on apporter la preuve que tel est coupable et que tel est innocent? Il n'y a que ceux qui sont adeptes et maîtres du mysticisme qui seront à même de juger. Alors là, ils se rendront, je les invite à se rendre dans l'autre dimension pour témoigner justement de qui a fait quoi. Alors, ça va être un peu compliqué, mais je pense qu'ils ont les moyens. Hein. Ils ont les moyens de leur politique. Exactement, mais comme ils ont les moyens. Comme je dis, c'est une très bonne chose parce que chaque fait doit être jugé selon son contexte. Lorsqu'on parle du mystique, on doit être jugé, les acteurs du mysticisme doivent être jugés dans le domaine mystique. Et lorsqu'on parle de la légalité ici, de tout ce qui est visuel, de tout ce qu'on peut voir, toucher, comprendre facilement et aisément, on se réfère au cadre légal. Alors c'est tout à fait normal et je comprends pleinement cette évolution de nos traditions-là. On espère que certains pays vont suivre le pas pour essayer d'apporter, parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses sur le continent qui relèvent du mystique, et si aujourd'hui on a évidemment ce tribunal-là pour essayer de résorber certaines problématiques, tant mieux, autant y aller. Mon cher Trésor, oui, vas-y. Moi, je pense que la philosophie et la tradition africaine ne font pas bon ménage. D'accord. Pourquoi? Parce que si la philosophie, c'est le fait de se remettre en cause, de douter, se questionner, c'est prêter à cet exercice dans la tradition africaine s'avère difficile. Parce que chez nous, on dit souvent, il ne faut pas trop poser de questions. Ce que tu dis là, c'est ce que tonton a dit, papa a dit, le grand-père, l'ancien tradit, il n'y a pas à se questionner, il n'y a pas à remettre en cause. Or, justement, c'est ça la philosophie. Lorsqu'on veut essayer de te dire, mais est-ce que ce que le grand-père a dit, on ne peut pas avoir autrement? C'est laquelle de philosophie? Parce que justement, là, on essayait d'apporter une nuance entre la philosophie... Voilà, exactement, entre la philosophie dite occidentale et celle dite africaine. Et donc, on était beaucoup plus dans le contexte de la philosophie africaine qui nous pousse, pas forcément à se questionner, mais déjà à accepter une certaine réalité et avoir ce dépassement de cette réalité-là. Se questionner, évidemment, ça peut avoir une forme de redondance à ce point-là, mais je pense que c'est beaucoup plus la philosophie dite occidentale qui nous pousse, mais réellement, au questionnement et à la remise en cause. Mais nous, on a nos réalités en Afrique. Tout à l'heure, on parlait d'un tribunal mystique. Ce sont nos réalités. On a grandi avec ça. On nous parle du fusil nocturne et des choses comme ça. Donc voilà, ce sont nos réalités à nous. Effectivement, nous, on veut comprendre. Moi, je suis curieux de savoir comment ça se passe, un fusil nocturne. Mais évidemment, on me dira que fais attention parce que c'est dangereux. Mais moi, j'ai bien envie de savoir. Enfin, je ne vais pas l'utiliser, mais j'ai bien envie de savoir comment ça se passe parce que j'ai grandi avec ça. C'est une réalité africaine
Et voilà. Mais on est tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, hein, mon cher Trésor. C'est pas pour remettre en cause ce que je viens de dire, mais on philosophe aussi, hein, c'est ça, c'est la thématique. Bah, on philosophe un petit peu. Et pour revenir, parce que je veux que tu gardes la parole, mon cher Trésor, pour revenir à toi, c'est vrai qu'on parlait de philosophie, on parlait de l'impact, on parlait du bien-être aussi, parce que la philosophie, c'est cette capacité à nous mettre bien aussi, d'être bien dans sa peau, comme on dit, un corps sain. Voilà, dans un esprit sain dans un corps sain, c'est également ça. Et pour clore, parce qu'on arrive au terme de cette première partie d'émission, comment aujourd'hui, est-ce que la philosophie arrive vraiment à réparer je veux dire, on sort d'une rupture, on sort d'une situation difficile. Est-ce que la philosophie peut nous aider à se reconstruire ? Effectivement, la philosophie peut nous aider à nous reconstruire. C'est vrai que je vais laisser un petit sourire quand j'écoute ce genre de choses. Oui, parce que quand tu sors d'un gourmet, quand même, une déception amoureuse, c'est difficile de voir de la philosophie là. Alors, sur le principe de connaître soi-même, le principe que comment trouver le bonheur dans la vie, sous ces principes-là, sous cette réflexion, on peut arriver à se surpasser, à se dire que demain, on pourra trouver une meilleure personne pour soi. Ouais. Comme on dit, une de perdue, 10 de retrouvée. Effectivement. D'accord, mais il faut déjà retrouver les 9. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué derrière. Les amis, on marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de l'émission. On parlera de la dette morale. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Juste avant la pause, je vous l'annonçais, nous allons avec mes invités apporter des éléments de réponse sur cette thématique liée à la dette morale. Morel, je me tourne vers toi pour le jeu de mots. On parle de la dette morale. C'est quoi déjà une dette morale, histoire de bien camper le sujet avant d'aller en profondeur? Régis, déjà la dette morale, la dette c'est quoi? La dette, c'est une redevance. Maintenant, quand on parle de dette morale, c'est une redevance en termes psychologiques. C'est-à-dire là, il ne s'agit plus de termes d'avoir eu à prêter de l'argent ou d'avoir eu à jouir d'une quelconque somme financière de la part d'autrui. Mais là, il s'agit d'avoir fait l'objet d'un service. Ouais. D'avoir fait l'objet d'un service. Et en retour de ce service-là, on a l'impression d'être redevable, de devoir rendre l'appareil. C'est là qu'intervient la dette morale. Donc, c'est juste une redevance psychologique. D'accord. Et du coup, Trésor, pourquoi en fait certains ont cette impression qu'une dette morale, c'est un peu une forme de prison invisible? C'est comme si lorsqu'on a une dette morale, c'est comme si on est un peu emprisonné. Pourquoi on a cette impression-là, selon toi? Alors d'abord, d'une part, parce que la dette morale a cette particularité, c'est qu'elle est difficilement quantifiable. Alors que la dette financière, on sait que tu me dois 200, 300 000, mais la dette morale, on ne sait pas le montant réel. Par exemple, si quelqu'un nous sauve d'une situation, nous sauve la vie, ou encore nous aide lors d'une insécurité, et tu me dois une. Oui, mais combien? Donc là, difficilement, on ne peut pas quantifier. On ne peut pas quantifier. Et en plus de cela, comme étant donné que c'est moral, c'est faire en sorte qu'en réalité, on s'est dit en permanence que comment est-ce que je veux faire pour rembourser ce que je dois à la personne. Donc si c'est une prison, c'est que ça nous torture quelque part aussi. C'est qu'on n'arrive pas à dormir. À quel moment la torture intervient, je veux dire, surgit, quoi? Voilà, justement, c'est une bonne question. Parce que moi, je dis, il faudrait nuancer parce que ça devient une prison à condition que la personne débitrice ait une morale. Parce qu'il y a des personnes qui sont dépourvues de morale. Il sait bien qu'il a une obligation envers toi, mais lui, ça ne fait rien. Ça ne fait ni chaud ni froid. En réalité, peut-être tu vas l'aborder, Régis. Est-ce une obligation? Ouais. De te rendre l'appareil après que tu m'aies fait un service. Oui, mais est-ce que c'est là, oui, vas-y. Justement, parce que lorsqu'on dit que la dette morale, c'est une obligation, à un moment donné où intervient la notion d'obligation, c'est parce que quelqu'un nous a rendu un service et dont les normes morales voudraient qu'en retour, on puisse rendre la même chose à la personne. Voilà, ça c'est la norme morale. Voilà, effectivement. Ouais. Donc en réalité, étant donné que l'être humain est régi par la morale et que, comme disait un philosophe qu'on avait tout à l'heure, le bon sens est la chose la mieux partagée par tous, si moi je t'aide en retour, je crois que tu devrais m'aider lorsque je suis dans la même situation. Ouais. Mais justement, lorsqu'une personne nous a aidés et qu'en retour, la personne est dans une situation difficile, est-ce qu'à ce moment, on peut dire qu'on doit forcément aider la personne? Et là, c'est là où ça devient une prison pour nous. Est-ce que c'est justement cette prison à Esther, c'est pas nous-mêmes qui décidons de la construire à travers on se condamne avec les mots qu'on a tendance à sortir. Par exemple, tout à l'heure, Trésor parlait de « tu m'en dois une ». Il y en a un, ouais, je suis redevable de telle personne, pire, c'est la promesse. On dit souvent de la promesse que c'est une dette. Est-ce que tout ça aussi, ça ne nous condamne pas un peu? Est-ce que c'est pas nous-mêmes qui allons chercher
est-ce qu'on ne peut pas l'éviter en disant simplement, bah écoute, je ne peux pas t'aider, ou bien, voilà, je n'ai pas les moyens de, ou merci tout simplement. Pourquoi on a la sensation qu'on a envie de s'engager dans ça, dans le fait d'être redevable? D'une part, pour moi, c'est nous-mêmes en fait qui construisons cette prison. Ouais. Parce que cette prison invisible, parce que lorsque notre prochain nous fait du bien, on n'est pas obligé de dire à la personne que vu que tu m'as fait ci, moi aussi je vais te faire ça par exemple plus tard. Ouais. Tu peux juste dire merci, mais par exemple ta morale va se dire que cette personne m'avait aidé tel jour, si elle est dans une situation quelconque, je pourrais l'aider au moment opportun. Cela fait en sorte que tu es libre en fait de tes mouvements, de ce que tu as à faire. Voilà, ta tête est tranquille comme on dit. Mais lorsque tu arrives à un point où quelqu'un par exemple t'aide d'une situation financière compliquée, maintenant, tu vas dire à la personne, comme tu m'as aidé et tout, je te revaudrai ça un jour. Mais là, c'est toi-même qui te mets en fait dans cette prison parce que la personne ne t'a rien demandé. Exactement. La personne, on va dire que cette personne t'a aidé de bon cœur parce qu'elle dit c'est mon frangin, c'est ma frangine. Donc du coup, j'aide. Parce que je sais, par exemple, que si je suis dans une situation, elle aurait réagi de la même manière. Ouais. Voilà, donc nous-mêmes, lorsque tu donnes la promesse à la personne, c'est toi-même. Et c'est-à-dire à un moment, tu deviens bloqué sur ça. Parce que lorsque tu as envie de faire quelque chose, tu dis que, tiens, j'avais dit à telle personne que voici. Et là, tu te sens maintenant dans cette obligation, en fait, de pouvoir réagir. Ouais, d'être redevable, c'est-à-dire effectivement de réagir. Est-ce que c'est possible déjà, moi c'est la question que je te pose, Morel, est-ce que c'est possible de se débarrasser d'une dette morale ou de l'éviter? Possible de se débarrasser d'une dette morale, je dirais oui. Oui, Régis, quand tu me rends un service et que lorsque je te renvoie l'ascenseur, tu me dis on est quitte. Ouais. Je pense que dès que j'entends ce mot on est quitte, je pense qu'il n'y a plus de dette. Mais difficile à s'en débarrasser lorsque la personne à qui tu as rendu le service en retour considère que tu lui en dois toujours une. Là, je pense que tu seras maintenant face à ta conscience et tu auras le choix ou la liberté maintenant de décider est-ce que oui ou non tu es quitte avec la personne. Donc, dans un certain sens, oui, il est facile de s'en débarrasser de la dette morale en demandant tout simplement à la personne si on est quitte et de voir sa réponse. Donc, dans ce sens-là, oui, tu peux t'en débarrasser. Et la deuxième question, c'était… Comment l'éviter, si c'est possible, bien sûr. Comment éviter une dette morale? C'est difficile. C'est difficile dans la mesure où tu ne sais pas quand est-ce que tu auras besoin du service de ton prochain. Et parfois également, on contracte une dette morale sans le vouloir. Je peux être dans une situation dans laquelle quelqu'un vient m'en sortir sans même que je n'ai eu à demander son aide. Ouais. Et là, c'est là où la dette morale est encore plus grande parce que je ne t'ai rien demandé et tu viens m'aider. Ouais. Mais non, moi, je me sens obligé de te renvoyer l'ascenseur sans même que tu me le demandes. Et comment pourrais-je le faire si je ne sais pas que tu es dans le besoin, mais que pourtant, je dois détecter que tu es dans le besoin pour te renvoyer l'ascenseur. C'est là où tout à l'heure, comme tu le disais, la dette morale devient une prison. Cette sensation-là de devoir rendre l'ascenseur à tout prix sans savoir comment faire. Donc, je dirais que c'est très difficile à éviter. Très difficile à éviter, Trésor, la dette morale. C'est vrai que moi, en général, j'évite de me retrouver dans cette situation-là parce qu'après, ça devient comme… c'est un traumatisme, en fait, tu n'arrives pas à dormir et limite même, tu deviens un petit peu parano dans le sens où tu évites les personnes. En l'occurrence, la personne à qui t'as promis la chose, tu l'évites et tu trouves des subterfuges pour ne pas être face à cette personne-là. On est vraiment dans le spectre de cette prison-là, mais cette prison invisible et qui nous torture l'âme surtout. Effectivement. Parce que pour revenir à ce que Morel disait, moi je pense que pour se débarrasser d'une dette morale, il y a deux solutions. Soit on fait preuve de mauvaise foi, on dit en tout cas oui, tu m'as aidé, mais merci beaucoup, je t'ai rien demandé, mais tu m'as quand même aidé. Soit d'un autre côté, en fait, il faudrait dire à la personne, je t'ai aidé, mais je pense que ça s'arrête là. Parce que comme je disais, la dette morale a cette particularité, c'est qu'elle est difficilement quantifiable. Je vais prendre un exemple tout à l'heure. Morel, moi je te trouve du travail. Tu deviens directeur quelque part. Tu m'en dois une. Mon enfant tombe malade, je te demande de l'argent. Non, mais il t'en doit une en fonction de toi, mais pas lui. Ouais. Oui, parce que toi tu donnes. Non, parce que lui, tu as rendu service, ça va. Mais il est conscient, il en est conscient. Voilà, il en est conscient qu'il m'en doit une. Parce que je trouve le travail, il va travailler chaque fin du mois, il aura un salaire. Non, mais si toi tu trouves le travail, on a l'impression que ça a déjà été conditionné. C'est-à-dire, je te trouve du travail et qu'en retour, tu dois. Voilà, donc tu l'as pas fait de bon cœur. Non, mais je dis, de son point de vue, de sa perception à lui. D'accord.
il est reconnaissant envers moi. Le problème, c'est qu'un jour, mon enfant tombe malade et j'ai dit, voilà, Morel, mon enfant est malade, il va me remettre 100 000. Le problème, c'est que si je suis de mauvaise foi, je dirais, ben, tu m'as remis 100 000, mais n'oublie pas que chaque fin du mois, tu gagnes 450 000 avec le travail que je t'ai trouvé. Donc, ça, c'est la mauvaise foi quand même. Ouais. Pour te compléter, dire que la facture d'hospitalisation de ton enfant s'élève à 500 000 et tu me donnes 100 000. Voilà. Oui, mais c'est conditionné. C'est conditionné. La mauvaise foi, ça veut dire que tu n'as pas aidé la personne de bon cœur. C'est-à-dire que tu as aidé la personne parce que tu avais besoin d'une contrepartie après. C'est-à-dire, je te fais ça, derrière, tu dois me faire ça. Même si tu ne dis pas à la personne. Donc tu sais qu'il gagne 450 000 chaque fin du mois. Mais je pense que c'est de la mauvaise foi. Ça va plus loin, c'est même de la manipulation. C'est pour ça que tu dis la dette morale, elle est difficile, non seulement elle est difficilement quantifiable, mais aussi c'est vraiment une réelle prison. Parce qu'on ne peut pas dire, bon, ça s'arrête là. Alors qu'une dette financière, tu me dois 150 000, je te remets les 150 000, c'est fini. Voilà. Alors que la dette morale, ça, c'est difficile. Oui, mais est-ce que, parce que tout à l'heure, on parlait de. Tout à l'heure, Morel disait qu'il y a des dettes qu'on va contracter sans forcément le savoir. Oui. Mais il y a une dette, je pense que celle-là, on va jamais pouvoir la payer, je crois. Quoique si, mais je pense qu'on va jamais pouvoir s'en débarrasser dans le bon sens du terme, évidemment, parce que pour moi, c'est la plus belle des dettes. Évidemment, c'est cette dette-là qu'on a avec nos parents. Esther, tu te dois aujourd'hui, tu as cette dette morale-là de rendre papa heureux, de rendre maman heureuse avec des diplômes. Heureusement, ça se passe bien. Mais est-ce que quelque part, ça te travaille parfois de te dire que tu n'as pas encore vraiment, tu n'es pas au bout de ce que tu attends de toi, mais surtout le bout dans le sens où tu as réussi vraiment à rendre tes parents fiers. Est-ce qu'il y a cette conversation-là avec toi-même par rapport à ça, par exemple? Oui, ça m'arrive. Est-ce qu'il y a cette dette-là qui travaille? Oui, ça m'arrive des fois, surtout quand je me fixe par exemple une moyenne à atteindre le semestre et que j'ai pas cette moyenne, genre j'ai moins de la moyenne. Moi-même, ça me met mal à l'aise parce que je me dis que si je donne cette moyenne par exemple à ma mère, peut-être qu'elle va parler, elle va pas forcément dire que je suis fière par exemple de tes efforts parce qu'elle connaît en fait le potentiel que j'ai et elle sait que je peux faire plus. Donc du coup, elle sait que si je n'ai pas atteint mes objectifs, c'est que j'ai fait preuve de paresse. D'accord. Donc, du coup, donc toi, ta dette morale avec tes parents, c'est laquelle? C'est se dire, on va jusqu'en master, on obtient ce diplôme-là, potentiellement on peut pousser jusqu'au doctorat si on a les moyens et si on a le souffle. mais je veux dire, c'est quoi ta dette morale ultime là en ce moment? C'est le diplôme vis-à-vis de tes parents, évidemment. C'est quoi? C'est le master? Non, le doctorat. Le doctorat, d'accord. Ils sont au courant, papa et maman, ils savent? Oui. Bon, écoute, de toutes les façons, même s'ils ne le savent pas, tu viens de contracter une dette morale. Là, c'est Génération News. Jusqu'au doctorat. Oui. Bon, je pense qu'ils vont t'accompagner, ils ont les moyens pour, mais surtout quand on parle de moyens, c'est pas uniquement financier, c'est aussi le soutien derrière, l'accompagnement, les conseils et tout le reste. Morel, c'est vrai qu'on parlait de cette dette-là, évidemment que cette dette avec les parents, c'est une dette qui fait plaisir, celle-là ne nous emprisonne pas. Bon, effectivement, Régis, elle ne nous emprisonne pas, mais attention, il y a nuance. Elle ne nous emprisonne pas dans quel contexte, il faut le souligner. Elle ne nous emprisonne pas dans le sens où si tes parents sont de bonne foi, parce qu'il faut le dire, si tes parents sont de bonne foi, ils ne viendront jamais te dire ou te rappeler que tu as une dette envers eux. Alors tu auras toujours ce sentiment de liberté de pouvoir... On a parfois des petites phrases, je t'ai donné la vie, il y a toujours des petites phrases comme ça. Tu auras toujours ce sentiment de liberté là de pouvoir faire ce que tu as à faire, de pouvoir leur faire des cadeaux de temps en temps et d'avoir quelque part comblé cette dette-là. Mais Esther, ça va, tu as fait des cadeaux à maman récemment? Récemment. Bon, ça fait deux dettes alors que tu viens de contracter là. Ok. Mais quelque part, elle nous emprisonne où? Elle nous emprisonne où? Je vais emprunter cette phrase de nombreux rappeurs qui disent « Je dois mettre maman à l'abri ». Ça veut dire quoi ça, cette phrase? C'est une belle phrase. Hein? Je dois travailler dur parce que je dois mettre maman à l'abri. Parfois, maman, elle les regarde et elle dit « Mais tu veux mettre qui à l'abri ?» Oui, mais quoi que moi j'ai un peu du mal avec. Pourquoi je vais toujours mettre la daronne? Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les papas? Je veux dire, pourquoi moi j'ai jamais entendu une phrase, je vais mettre le daron à l'abri. Ah oui, c'est toujours les moments, c'est comme s'il y a un problème avec papa, je veux dire. Je pense que pourquoi ils utilisent la référence à la daronne? La mère, c'est la matrice. Parce que la mère, justement, c'est celle qui nous cache
cajole, qui prend soin de nous, qui passe les 24 heures de la journée, on peut le dire ainsi, on a vécu en elle pendant 9 mois. On ne payait pas d'eau, on ne payait pas la nourriture. Voilà, et on a vécu en elle pendant 9 mois. Donc le lien est indéfectiblement plus fort avec la mère. Donc on la cite comme référence. Donc comme je disais, on a ce devoir-là de devoir mettre la maman à l'abri. Non pas parce qu'elle n'est pas à l'abri, mais parce qu'on a cette reconnaissance envers elle-là. Et on peut dire que ce devoir de devoir la mettre à l'abri là nous met en fait dans une prison qui fait qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on l'a réellement mis à l'abri. Est-ce que c'est quand on l'a mis dans tout le confort qu'il faut? Parfois on la met dans tout le confort dont elle a besoin, mais elle manque de l'attention. L'attention qui est la plus belle des choses que tu peux lui offrir, elle manque de cette attention-là. Et là, on n'aura pas complété cette dette morale qu'on a. Vu qu'elle aura pris soin de nous, elle nous aura entretenu jusqu'à notre maturation avec de l'attention. Lorsque nous, on ne lui rend pas cette attention-là, on a failli. On n'a pas comblé cette dette morale. Ouais, Donc, en quelque sorte, c'est une prison parce que tu ne sais pas réellement quand est-ce que tu auras comblé cette dette morale vis-à-vis des parents. Et si même on peut la combler. Oui, ça c'est... Mais je vous le permets, ma chère Esther, allez-y. De renchérir, par exemple, on a souvent ce quiproquo avec nos mamans quand pas des inconnus, quand des personnes extérieures nous donnent par exemple de l'argent et que ta maman te dit non, donc je vais te garder cet argent, je vais te donner plus tard. Et après, quand tu vas demander que ah maman, tiens, il y a une fois, je t'avais donné de l'argent pour me garder, elle commence à te dire je t'ai porté 9 mois, je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela. Ouais. À un moment, tu te dis, tellement tu as conscience de ce qu'elle te dit, que c'est vrai, que tu finis par abandonner en fait et elle finit par garder l'argent. Et je pense qu'on a tous eu on est tous passés par là, t'inquiète pas. Cette démarche-là, c'est la conscience te ramène toujours à te dire que bon... Voilà, ces moments et que voilà, elle a eu à se sacrifier. Donc voilà, si moi également derrière je peux apporter ce sacrifice-là. Et pour aller dans le même sens que Esther et Morel viennent de dire, moi je trouve ça très poignant parce que effectivement, là tu viens de m'ouvrir effectivement les yeux sur beaucoup de choses parce que c'est des questions qu'on se pose pas en général. De se dire, ok, est-ce que j'ai réussi à mettre maman à l'abri? Est-ce que ça se résume à quoi? Au fait de l'envoyer de l'argent chaque fin du mois, de lui offrir des cadeaux? Est-ce que effectivement, est-ce que même là encore elle est à l'abri? Mais je pense que comme tu l'as souligné, ta chute elle est magnifique en disant, je pense que c'est la présence physique, le fait d'être, pas que physique, hein, parce que même aujourd'hui avec le virtuel, le fait d'être au téléphone avec elle, mais de sentir qu'elle n'est pas oubliée, elle n'est pas oubliée par ses enfants. Je trouve que ça c'est le plus beau cadeau, effectivement, le plus beau des cadeaux et la plus belle des dettes qu'on peut facilement payer avec de l'amour. Et ça c'est bien, et pas avec de l'argent, avec de l'amour. Même si, oui. Sans vouloir te couper, peut-être pour relancer sur Trésor, s'il peut nous éclairer. J'avais une petite question. Ma question c'est, est-on redevable envers tous les parents? Doit-on être redevable dès lors qu'on a reçu la... Tu ne viens pas régler un conflit là? Non, pas du tout. Mais je me demande, doit-on être redevable envers toi dès lors que tu nous as donné la vie? Est-ce là que la dette morale commence ou la dette morale commence dès lors que tu as pris soin de nous et tu nous as accompagnés jusqu'à maturation? Moi, je donnerais mon point de vue, mais effectivement, Trésor, la question t'est... Il ne va pas plaire à tout le monde et encore comme un immortel. Mais c'est le but de Génération News, c'est de donner son avis. Alors, donc c'est ton avis. Moi, ce que je pense, c'est que la seule dette morale qu'un enfant a envers ses parents, c'est le fait de préserver et de perpétuer les valeurs et les principes que les parents l'ont inculqués, parce que ce sont eux qui l'ont permis de voir le monde tel qu'il est et de s'améliorer. Mais une dette financière, c'est-à-dire je suis redevable pour garder ma mère, pour l'envoyer de l'argent, pour l'habiller, moi je pense que ce n'est pas une dette dans la mesure où je ne suis que la conséquence de l'activité que ma mère a fait avec mon père. Et comme ils doivent être responsables de leur choix, ils doivent assumer toutes les conséquences qui viennent avec. Ouais. Parce que le fait de se dire que c'est parce que tu m'as mis au monde, parce que tu m'as envoyé à l'école, parce que tu m'as nourri et gardé et en retour je dois te faire quelque chose, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a l'impression qu'en réalité les enfants n'arrivent pas à évoluer parce que derrière ils ont toujours un ancrage sur les parents qui sont redevables derrière. Mais au-delà de ça, c'est surtout qu'ils ont l'impression que, comme Morel l'a souligné, qu'ils n'ont pas encore réussi à rendre leurs parents, comme on dit, mettre la daronne à l'abri. Et c'est une pression sociale qui pèse sur beaucoup de jeunes. C'est-à-dire que la preuve, il y en a qui vont qui utilisent des canaux de réussite qui ne sont pas assez conventionnels. Et tout ça, c'est parce qu'on a cette pression. On se dit, il faudrait que j'envoie de l'argent à maman, il faudrait que maman soit fière de moi. Oui, elle sera toujours fière de toi. Mais
pas en utilisant le côté obscur de la richesse pour venir brandir aux yeux de qui veulent voir que aujourd'hui j'arrive à acheter une voiture à ma mère, à faire ceci. Et moi, la question que j'ai envie de poser, effectivement, je te la pose à toi, Morel, avant de revenir vers toi, Trésor, c'est parce qu'évidemment, Morel, parce que tu as soulevé la problématique, mais est-ce qu'aujourd'hui, on doit réduire justement cette reconnaissance-là de dette, cette dette morale-là au bien matériel? Parce qu'on a l'impression que si on veut faire plaisir à un moment, comme on l'a dit, il faut offrir des cadeaux, il faut donner de l'argent, il faut construire une maison, il faut acheter des voitures. Est-ce que le bonheur de cette dette morale-là ne se définit que par le prisme du matériel? Pour rejoindre ce qu'a dit Trésor, la dette morale, Régis, est difficilement quantifiable. Et le matériel, il est quantifiable. Donc je dirais carrément que l'on ne peut pas le réduire au matériel parce que tu peux décider d'acheter autant de matériel que tu voudras en réparation vis-à-vis d'une dette que tu as contractée concernant une personne. Il y a certains services que l'on te rend qui ne peuvent pas être quantifiés en termes de valeur et donc qui ne peuvent pas être remboursés par du matériel. Il a pris un si beau exemple tout à l'heure ou un si bel exemple. Il a dit, si je te sauve la vie, comment comptes-tu me rendre l'ascenseur si ce n'est en me sauvant la vie également? Je peux dire, tu pourras m'acheter autant de voitures que tu veux, mais ça résumera à dire, si tu considères que tu auras comblé ta dette en m'achetant 2-3 voitures, ça résumera à dire que ta vie vaut 3 voitures. C'est ça. Et je crois que ce n'est pas le cas. Donc, il y a de ces dettes-là, il y a de ces services-là que l'on te rend que tu ne pourras jamais rembourser parce que non seulement ils ne sont pas quantifiables, mais dont la valeur est si lourde en termes moraux et en termes psychologiques que tu ne peux pas les combler. Donc, du coup, s'il fallait répondre à ta question, c'est la dette morale avec nos parents, en l'occurrence avec maman. On ne peut pas la combler. On ne peut pas la combler. Mais on la contracte à quel moment? Justement. Dès l'accouchement? Justement. Et là, il y a un proverbe, il y a une célèbre citation qui dit « Un parent n'est pas celui qui donne la vie, un parent est celui qui éduque, qui prend soin, qui donne de l'attention à son enfant. » Donc, dans ce contexte-là, il y a beaucoup qui ne sont pas des parents, mais qui sont juste des porteurs. Comme on aime utiliser le terme de mère porteur. Donc, cette dette morale, tu ne l'as pas vis-à-vis du porteur. Tu ne l'as pas la dette morale vis-à-vis de celui qui t'a donné de la vie. Parce que Trésor l'a dit, ils se sont juste réunis et ils ont fait leur activité. Et de cela, tu es né. Donc, tu n'as pas à être reconnaissant parce que 2 personnes se sont aimées et se sont fait plaisir. Non, tu as à être reconnaissant de l'attention qu'ils t'ont donnée. C'est là où moi, je me dis que tu ne leur es pas reconnaissant parce qu'ils t'ont transmis des principes et des valeurs et que tu dois leur faire honneur en les respectant. Tu leur es reconnaissant parce qu'ils auraient pu faire comme beaucoup et ne pas te donner l'attention qu'ils t'ont donnée. Mieux même, ils n'auraient pas pu te donner autant d'attention que tu as reçu. Parce qu'on a l'habitude de s'apitoyer sur notre sort. Mais Régis, si on prend 1 minute juste pour observer ce que notre prochain traverse, ce que le voisin juste en face de nous traverse, nous étudiants, autant sa situation financière que sa situation morale, tu verras que tu as été mis à l'abri. Nous, on veut mettre la daronne à l'abri parce qu'elle nous a mis à l'abri. C'est justement pour ça que tu dois la mettre à l'abri. Et c'est pour ça que tu as une dette morale vis-à-vis d'elle. Parce qu'elle t'a mis à l'abri et que d'autres n'ont pas eu cette chance. Est-ce que toi, les dettes, tu les évites en général, Esther? Est-ce que tu as les promesses, par exemple? Est-ce que tu en fais? Ou bien tu estimes que si je commence à me lancer dans ça, ça va être très compliqué? Si la petite sœur vient te voir... Parce que rappelons au passage que Esther, pour ceux qui ne le savent pas, elle se fait appeler quand même la tante riche de ses neveux. Donc, elle a les moyens de sa politique. Justement, ces neveux-là, s'ils viennent te voir en te disant, écoute, la tante riche, on a besoin d'un jeu vidéo, on a besoin de ceci. Est-ce que tu as cette facilité à éviter la promesse, sachant que tu n'as pas les moyens de ta politique? Ou bien tu t'engages dans une dette morale en te disant oui, je vais le faire, mais ça prendra du temps, même si ça ne viendra pas? Sur ce point, j'ai une manière de faire avec mes petits frères, nièces et neveux. Moi, c'est l'école. Je leur ai dit que, par exemple, si au premier trimestre, tu m'en mets 15 de moyenne, c'est que tu dois aller en montant, c'est-à-dire deuxième trimestre. Voilà, tu ne dois pas descendre. Ah ouais, donc, quand même. Dès qu'on prend cet engagement devant les mamans et tout, on prend l'engagement qu'à partir de la moyenne du premier trimestre, ça détermine si je dois réaliser ma promesse ou pas. Ce qui fait que si tu descends ta moyenne au deuxième ou au troisième trimestre, tu n'as pas de cadeau. Mais si tu maintiens ta moyenne ou que tu as en excès, je te fais un cadeau. Vu que je ne suis pas à Libreville, quand je viens les vacances, je réalise ma promesse. Et c'est ce que je fais avec mes neveux et les nièces. Mais dans la vie de tous les jours, de façon générale. Dans la vie, en général, j'évite. Tu évites de faire des promesses. Ou de faire des dettes. Si je t'ai fait une promesse, c'est que je sais que j'ai le moyen de ma politique. Je sais que si je te dis, par exemple, que
demain, je veux te donner 20 000, je sais que si je te dis ça, c'est parce que j'ai de l'argent. D'accord. Pas que l'argent qui va arriver, mais j'ai de l'argent en espèces. Ouais. Voilà, je sais que je vais te donner. Mais si je sais que je n'ai pas... Mais pourquoi tu refuses de faire des promesses? Parce que justement, tu n'as pas envie d'être prisonnière de ces promesses-là, en parlant justement de dette morale. Justement parce qu'il y a des personnes, lorsque tu promets, bah oui, ils t'harcèlent. Bah oui, ça devient... C'est moi, je t'ai promis. Maintenant, tu vas me rappeler ça aujourd'hui, demain, après-demain. Il n'y a pas de patience. En fait, ils demandent, mais ils ne savent pas attendre. Voilà. D'accord. C'est-à-dire, et à un moment, ça te met toi la pression. Exactement. Et voilà, et j'aime pas cette pression-là. Donc, je préfère ne pas promettre si je n'ai pas les moyens. Bah, c'est surtout qu'on te l'a dit encore, c'est une dette, hein, la promesse. Voilà. Donc, et la promesse, c'est une dette. Donc, ouais. ça veut dire que même si tu ne réalises pas maintenant, tu vas le réaliser. Oui, mais est-ce que toi, tu te comportes de l'effet inverse? C'est-à-dire, supposons que la grande sœur te fasse une promesse, est-ce que tu es du genre à rappeler à la grande sœur que... Oui, d'accord. Si ma grande sœur me fait une promesse, par exemple, que je vais t'acheter ci, je te demande une fois, 2 fois. Et la troisième fois? La troisième fois, j'abandonne. D'accord. C'est-à-dire, il y a des moments où même quelqu'un vient me dire que bah, je t'ai acheté ça et tout, tu te souviens, tu m'avais demandé. J'ai dit, je ne me souviens plus. Parce que il y a des moments où tu me promets quelque chose, je t'ai rappelé 1 fois, 2 fois. La troisième fois, je ne vais pas te rappeler, tu fais comme tu veux. D'accord. Et il y a eu une promesse récemment avec la grande sœur? Non? Oui. D'accord. Mais c'est après... C'est après, hein? Après le semestre, le deuxième semestre. D'accord, ok, bon bah super. Et c'est vrai qu'on parle de cette dette-là, alors je le disais dans l'introduction, Trésor, que beaucoup préfèrent la dette financière, parce que tu l'as souligné, on sait facilement, si je te dois 20 000, bah, je vais te remettre 20 000, si je te promis 20 000, bah, je vais te remettre 20 000. Est-ce que les gens se rendent compte aujourd'hui de l'impact mais vraiment néfaste ou négatif, si vous voulez, de cette dette morale sur la vie d'une personne, parce qu'il y a des gens qui vont à l'extrême, il y en a qui sont dans la dépression, il y en a qui vont jusqu'à consulter. Est-ce que vraiment les gens mesurent l'impact néfaste de cette dette morale-là aujourd'hui selon toi? Effectivement, comme tu l'as dit, ça rend dépressif. Surtout parce qu'on se dit qu'il faut chercher les moyens pour rembourser non seulement cette dette, mais aussi pour être aussi financièrement assez stable. Non seulement ça rend dépressif sur soi, mais aussi ça rend dépressif toute une société. Parce que si à chaque fois on est dans une société voilà, où tout le monde est rédevable envers un autre, une autre personne, ça fait encore que la société sera une société dépressive où tout le monde aura l'impression qu'il n'arrive pas à se départir d'une obligation. Ouais, c'est vrai, et ça risque évidemment de compliquer, comme on dit, hein, même lorsqu'on est professionnel ou pas, quand on est étudiant, on a besoin d'avoir cette paix de l'esprit, cette paix de l'âme, et pour l'éviter évidemment, évitons les dettes morales. Je rappelle sur ce plateau qu'on n'a pas fait le procès des moments, hein, dans le mauvais sens. On aime nos moments, on les aime de tout cœur. On aime nos moments. Mais c'était bien aussi de revenir sur certaines situations pour mieux comprendre d'autres situations. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission, ça allait très vite. Je vous le concède, il y avait encore plein de choses à dire, hein, évidemment, en parlant de la dette morale. Esther, ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau de Génération News. Je rappelle que tu es diplômée en sciences politiques et relations internationales, mais tu es étudiante en diplomatie. Une personne à saluer vite fait avant de clore l'émission. De la part de la Tata Riche. Voilà, on salue les neveux de la part de la Tata Riche. Morel, une personne à saluer vite fait avant de clore. Bon, vite fait, mes partenaires de MBS Construction et le DG de MTA et de RFR Luxia, M. Abdoulati. D'accord, on salue tout le monde au passage. Et mon cher Trésor. Sondo, qui est une juriste incroyable avec des qualités exceptionnelles. D'accord, évidemment, on salue toutes ces personnes. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. On se retrouve samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.